avons rendez-vous avec le conseiller départemental et sénateur Vincent Eblé pour le rencontrer dans le cadre de son mandat de conseiller départemental. Vincent Eblé, conseiller départemental d'opposition. Allez-y, vous avez la parole. Merci Hélène de me donner la parole sur ce mandat de proximité auquel je suis attaché. Puisque depuis 2011, je suis également parlementaire, en l'occurrence sénateur. À l'époque de mon élection, j'étais en situation de cumul de responsabilités, puisque j'étais encore le président du conseil général, on dit maintenant conseil départemental. J'ai conservé cette position de cumul jusqu'en 2015. En 2015, la majorité départementale a changé, comme vous l'évoquiez. Donc désormais, je suis toujours élu d'un canton du nord du département, le canton de Champs-sur-Marne, avec les communes de Champs, bien sûr, de Noisiel, de Logne et de Croissy-Beaubourg. Mais je ne suis plus dans l'exécutif départemental, donc je ne conduis plus les politiques départementales. Je participe avec voix délibérative aux discussions à l'échelon du département pour définir ces politiques. Nous votons par exemple les budgets une fois par an et tous les dispositifs généraux sont présentés à l'ensemble de l'Assemblée départementale. J'y participe avec voix délibérative, mais depuis quelques années, sous le président Hollande, et d'ailleurs j'avais voté moi-même cette loi, donc évidemment je me l'applique, elle s'impose à moi dans tous les cas, je ne suis plus dans l'exécutif départemental, je n'en ai pas le droit, pas plus qu'un exécutif municipal ou régional. Aujourd'hui, les parlementaires ont droit à un mandat local et un seul, uniquement délibératif, sans exécutif. Donc c'est ma situation, elle me convient parfaitement, parce qu'on ne peut pas non plus disposer d'un temps considérable pour tout faire, donc si on veut faire les choses convenablement, il faut éviter une dispersion trop grande. Mon mandat principal, c'est quand même le mandat de parlementaire, mais bien sûr, ayant été président de la Seine-et-Marne pendant 11 années, de 2004 jusqu'en 2015, étant moi-même élu départemental depuis 97, c'est-à-dire quand même depuis 26 ans, je ne me désintéresse pas des questions locales, et singulièrement des questions départementales que je crois bien connaître. J'ai vécu successivement dans 3 territoires assez différents de notre belle Seine-et-Marne. J'ai vécu à Marne-la-Vallée, territoire dont je suis toujours l'élu au conseil départemental. J'ai vécu 10 ans dans le bassin de vie de Fontainebleau. Et depuis moins d'1 an, je suis revenu dans le Nord puisque j'habite dans l'agglomération de Meaux. Donc voilà, un parcours personnel, familial et personnel qui m'a fait découvrir successivement comme lieu de vie différents territoires sénémarnais. Donc encore une fois, ce département, j'y suis profondément attaché et je crois bien le connaître. Donc le département, ce n'est plus nous du point de vue des majorités, mais néanmoins le groupe auquel j'appartiens, qui est le groupe des élus socialistes, républicains et écologistes, est un groupe, je dirais, qui en nombre est le principal groupe de l'opposition départementale. Nous avons également 2 collègues qui forment le groupe des élus communistes, et également un groupe de 5 élus, je crois, qui représentent l'opposition issue de la majorité présidentielle. Nous sommes le principal groupe d'opposition, et nous travaillons de façon étroite avec nos collègues du groupe communiste, de façon à affirmer une vision qui est en effet une vision différente de celle qui prévaut dans la majorité, ou dans les majorités successives, puisque depuis que j'ai quitté ma position de président du département, nous avons connu 4 présidents de droite du département successifs. Il y a eu des successions rapides. Absolument. Le président Jean-Jacques Barbeau, malheureusement décédé d'un accident cardiaque, puis Jean-Louis Thiriot, aujourd'hui député, qui donc comme moi n'est pas en situation d'être dans l'exécutif départemental,
qui a renoncé, le président Patrick Septier, qui a été remplacé depuis le renouvellement de 2020 par Jean-François Parigi, qui est l'actuel président du département. Voilà, dans toutes ces situations, nous nous sommes placés comme groupe d'opposition. Donc, ça ne veut pas dire qu'il s'agisse d'une opposition systématique. On est tout à fait en capacité de voter des dispositions qui nous sont proposées. Nous avons des points de convergence et d'accord, Dieu merci, j'allais dire. Il y a parfois des évidences, des analyses sur la situation de nos territoires qui nous conduit à adopter des positions identiques à celles d'autres groupes politiques, c'est bien normal, mais en même temps, nous avons des éléments, de critique, de divergence, d'analyse différenciée, que nous n'hésitons pas, évidemment, à exprimer à l'intérieur de l'Assemblée départementale, et qui parfois peuvent être entendus, c'est arrivé. Dans ce cadre-là, vous avez des missions particulières, des commissions? J'ai été longtemps, au début de notre basculement dans l'opposition, à la Commission des finances, parce qu'elle présente un avantage sur toutes les autres, c'est qu'elle est amenée à examiner à peu près tous les sujets, parce qu'il est extrêmement rare qu'un sujet quel qu'il soit n'ait pas une incidence financière. Donc en fait, ça permet d'avoir une vision assez générale, une vision d'ensemble sur les politiques et les compétences du département. Mais depuis quelques années, la présidence du groupe auquel j'appartiens, je ne l'exerce plus moi-même. C'est mon collègue Smaïl Djebara, conseiller général du canton de Ponto-Combo, qui est notre président. Et donc c'est lui qui siège à la commission des finances. Et pour ma part, je suis dans la commission de l'aménagement du territoire, qui voit beaucoup de sujets, dont les sujets de contractualisation du département avec les collectivités de proximité que sont les communes et les intercos. Et donc ce sujet m'intéresse particulièrement. Je m'efforce de conserver des liens aussi étroits que possible avec ceux dont je tiens ma responsabilité de sénateur, c'est-à-dire les élus municipaux, et donc c'est la commission, dans laquelle je travaille, mais je peux répondre à des questions sur de tout autre sujet, par exemple les politiques d'accompagnement d'accompagnement social des populations fragiles, comme la protection de l'enfance, les personnes âgées dépendantes, les personnes handicapées. C'est évidemment, une compétence majeure des départements, et donc quand on est conseiller départemental, on ne peut pas se désintéresser de ces questions qui sont absolument centrales et déterminantes, les questions du logement, les questions de la mobilité, des transports, les questions de culture qui m'ont toujours beaucoup intéressé, etc., et les questions d'environnement, avec la prégnance de ces sujets aujourd'hui dans notre société et dans pour l'ensemble des sociétés du monde, j'allais dire, sont évidemment des questions tout à fait importantes. Puisqu'on est à mi-mandat, quel est le domaine qui vraiment pointe en premier lieu? Peut-être que la question centrale, parce qu'elle est déterminante, c'est précisément la question budgétaire, la question financière, la question, des moyens que l'on consacre à la conduite des compétences qui sont celles des départements dans notre arsenal législatif et réglementaire. De ce point de vue, je n'ai jamais caché, mais j'ai été beaucoup critiqué après l'alternance de 2015 que la situation financière du département, mais j'allais dire des départements, parce que cette situation est partagée avec les autres départements français, un grand nombre d'entre eux en tout cas, nous avions une situation financière assez tendue, parce que des transferts de compétences, de responsabilités et donc de prise en charge financière de politique publique ont été conduits sans que les moyens n'accompagnent ces transferts de compétences, et donc les budgets départementaux se sont singulièrement, tendus dans des situations, les orientant vers des situations très complexes sur le plan financier. Et la Seine-et-Marne, qui est un département qui a énormément grandi, qu'on se souvienne
pour les plus âgés d'entre nous, la période de construction des villes nouvelles, mais pas simplement, même au-delà des villes nouvelles au sens strict du terme. Toute la frange la plus urbaine de la Seine-et-Marne, toute la frange ouest, a été fortement impactée par des arrivées de population. Donc la Seine-et-Marne est le département français, si on regarde sur plusieurs dizaines d'années, 30-40 ans, dont la population a le plus augmenté. Et donc, évidemment, ça a nécessité une grande structuration des investissements, par exemple dans les collèges, dans les mobilités, je pense aux routes. Nous avons un grand département, en particulier à l'échelle de l'ensemble de l'Île-de-France, et donc une dépense publique départementale très importante, et donc des budgets parfois assez déséquilibrés, avec une charge de la dette qui pesait de plus en plus. Mes successeurs, j'ai expliqué tout à l'heure qu'ils étaient assez nombreux, en tout cas à la présidence du département. Ils ont consacré beaucoup d'énergie, je ne le conteste pas, à désendetter le département. Pour ça, ils ont supprimé des pans entiers de politique publique, ils ont réduit considérablement la dépense courante, la dépense de fonctionnement, la dépense renouvelable année après année, de façon à procéder à un désendettement, à marche forcée du département. Cette année, par exemple, sur le dernier budget, c'est 60 millions d'euros qui sont consacrés à désendetter le département. Alors, ça veut dire, donc quel est le budget du département ? Le budget est très important. Le budget du département, c'est 1,4 milliard d'euros. Ouais. Donc, ce sont des sommes tout à fait conséquentes, mais ce qui est normal, hein. Ce qui est tout à fait normal, mais qui surtout traduit des dépenses obligatoires, des dépenses sur lesquelles il n'y a en fait pas de réelle décision politique de dépenser. Parce que, je dirais, ces dépenses sont obligatoires, elles sont contraintes par des dispositifs prévus par la loi ou par les règlements, elles s'imposent à tous les départements de France de façon similaire, par exemple la prise en charge du revenu de solidarité active pour les personnes en difficulté d'insertion sociale, par exemple les dépenses liées à la protection de l'enfance. Vous savez que quand une famille est défaillante du point de vue de l'accompagnement de ses propres enfants, un juge pour enfants peut prendre et prend très souvent la décision de confier l'enfant à une institution publique. Cette institution, c'est partout en France le département. Et donc le président du conseil départemental, les présidents de conseils départementaux, ils ont des centaines, des milliers, pour la Seine-et-Marne ce sont des milliers d'enfants qui, à une date donnée, je dirais, leur sont confiés en responsabilité éducative. Donc il y a un budget pour ça. Évidemment, il y a des budgets. À quelle hauteur, parce que évidemment, c'est pas le président lui-même qui accompagne en Seine-et-Marne les 3-4 000 enfants à n'importe quelle date. Des familles d'accueil. Ce sont des familles d'accueil, ce sont des établissements d'accueil pour enfants placés, et tout ça, évidemment, c'est très coûteux. On considère que un enfant placé sous une autorité publique, en substitution de la famille défaillante, c'est, selon les situations, selon l'âge de l'enfant, selon les modalités de prise en charge, 30 à 40 000 euros de dépenses annuelles. Donc c'est aussi cher que de recruter un cadre de catégorie A dans les services du département. Voilà. Donc, mais c'est une dépense absolument obligatoire, parce que la décision du juge, elle n'est absolument pas soumise à l'appréciation du département. Le département ne peut pas refuser qu'on lui confie un enfant. Donc, il constate certains volumes. Voilà. Il y a également la question de l'augmentation du nombre des mineurs étrangers isolés, qui nous sont également confiés. Qui augmente et qui augmente aussi de façon considérable. Donc, tout ça, c'est des dépenses absolument contraintes. Donc en fait, le 1,4 milliard d'euros de budget annuel ne correspond pas à une décision réelle, je dirais, mais à la reconduction de budgets qui sont nécessaires pour couvrir nos charges dans de nombreux domaines. Autrement dit, il faudrait plus. Donc on pourrait considérer qu'il faudrait plus.
mais enfin on fait aussi avec ce dont on dispose en fonction du dynamisme économique, de développement du département et du niveau de fiscalité qu'on ne va pas bouger. D'ailleurs, les départements n'ont plus beaucoup de leviers fiscaux, puisque désormais un certain nombre d'éléments, même de recettes fiscales, sont en fait perçus par l'État et rebasculés dans les budgets des départements pour leur permettre de fonctionner. Mais en fait, nous ne pouvons pas, élus départementaux, moduler ces montants fiscaux. Donc on dit qu'il faut arrêter de faire de la pression fiscale, mais les départements n'ont souvent pas la possibilité de faire de la pression fiscale, ou de façon très limitée. Je pense par exemple à ce qu'on appelle les droits de mutation, que, j'irais, à l'occasion des transmissions de propriétés foncières et immobilières, les acquéreurs doivent payer. Donc on paye au notaire, ce qu'on appelle les droits de notaire. Ça rémunère l'office notarial, bien sûr, mais surtout, c'est un impôt qui arrive dans les caisses de l'État et que l'État répartit à l'essentiel au bénéfice des départements, un peu au bénéfice des communes ou des intercos, mais surtout au bénéfice des départements. Donc c'est une recette tout à fait importante. Ouais. On constate en fonction du volume de transactions. Donc quand il y a une période de crise, la crise du Covid n'a pas fait exception de ce point de vue. On a vu les transactions immobilières se réduire considérablement. Ensuite, elles ont redémarré quand les gens étaient à nouveau en capacité de bouger et ont souhaité éventuellement déplacer leur lieu de vie, tant etc. Pour les particuliers que pour les entreprises, d'ailleurs. Absolument. Pendant la période de crise, il y avait beaucoup moins de transactions. Et quand il y a beaucoup moins de transactions, il y a beaucoup moins de recettes, puisque la recette, c'est un pourcentage de la transaction. Hein, donc si les valeurs sont moindres, si le prix de l'immobilier n'augmente pas, eh bien les DMTO n'augmentent pas, mais l'effet volume est beaucoup plus important que l'effet prix. Et donc ça, c'est une recette fiscale, mais c'est une recette que nous constatons, sur laquelle nous avons, il y a un petit pouvoir de taux, mais enfin il est très limité, et de toute façon tous les départements sont calés au maximum, je dirais, de ce que la loi autorise en termes de taux. Donc voilà, nous constatons ces recettes, et je dirais la plus grande part de la responsabilité politique des élus départementaux, c'est dans la définition des dépenses, et singulièrement des dépenses non contraintes. Donc par exemple le programme d'investissement, là on choisit d'investir plutôt sur les routes, plutôt sur les collèges. Donc aujourd'hui, la priorité est mise au réseau routier. Nous pensons que la dépense scolaire est tout à fait importante. Mais ça a déjà été prévu, enfin c'est en route ça, c'est déjà... Oui, bien sûr, c'est prévu. Très entamé. C'est prévu dans chaque budget annuel, mais il y a des inflexions. Et donc, nous avons un effort important consacré par le département sur l'ensemble de l'investissement. Et donc les routes, voilà, absolument. Avec les nouvelles voies. Routes, les travaux neufs, les travaux de rénovation. Par exemple, sur notre parc de collèges, nous avons 126 collèges en Seine-et-Marne, qui est une compétence importante des départements en matière scolaire. Donc tous les axes routiers qui tournent autour des collèges, qui oui, bien sûr, mais même l'ensemble du réseau des routes départementales. Oui. En Seine-et-Marne, c'est 4500 km de route, donc c'est tout à fait important. Voilà. Il y a des travaux de sécurisation. Les usagers se plaignent souvent de l'état des routes oui, absolument, bien sûr, même si nous considérons, je dirais que il y a eu des travaux de réaliser, de remise en état, de couches de roulement, etc., qui auraient sans doute pu attendre un peu, et nous, on serait favorable, et c'était le cas quand j'étais président, à avoir plus de dépenses publiques du département sur les travaux, sur l'ensemble de notre parc de collèges, que sur les routes. Aujourd'hui, les routes ont repris, je dirais, le premier plan, et on dépense plus sur l'aménagement du réseau routier départemental que sur l'ensemble de nos 126 collèges publics. Donc, on avait dit l'école plutôt que la bagnole, mais c'était un petit slogan, voilà, en forme de presque de boutade. Ce n'est pas le choix de l'équipe majoritairement actuellement à la tête du département. D'accord. Donc vous êtes intervenu dans quelles actions? Alors on est intervenu dans beaucoup d'actions, on a fait des propositions, certaines ont été retenues par exemple. Nous avons fait la proposition, par exemple, puisque nous avons la responsabilité des collèges, mais dans cette responsabilité, nous avons en particulier celle de la demi-pension, c'est-à-dire de la cantine au collège. Nous avons fait la proposition d'une tarification à quotient familial, c'est-à-dire une tarification qui soit modulée selon le niveau de revenu des familles, car il y a des familles extrêmement modestes. Donc l'idée de la tarification familiale, c'est pas de faire payer plus
aux familles, moyennes ou aisées, qui paieraient à la place des autres, le prix réel du repas n'est atteint nulle part. Aucune famille ne paye le coût réel du repas. Toutes sont subventionnées, mais elles peuvent être subventionnées plus ou moins en fonction de leur situation de revenus, et en particulier les familles monoparentales, parfois avec une maman isolée qui n'a pas forcément des revenus importants, qui peut ne pas travailler, ou travailler de façon incomplète sur le plan horaire, et qui a donc de très modestes revenus. Nous pensons qu'une tarification dégressive, qui prévaut dans beaucoup de nos villes pour la cantine, des écoles primaires ou maternelles, on pense que ce serait une bonne chose pour les collèges, dans la mesure où, depuis de nombreuses années maintenant, le département est compétent pour l'organisation de la demi-pension dans les collèges. Souvent, nous déléguons cette responsabilité aux établissements eux-mêmes, qui peuvent gérer la demi-pension de façon différenciée selon les établissements, mais dans tous les cas, nous avons réclamé la mise en place d'une tarification au quotient familial, et nous avons été entendus sur ce point, et la majorité départementale nous a dit retenir cette proposition et la mettre en œuvre à compter de la rentrée 2024. Donc elle n'est pas encore en place, mais elle devrait commencer à voir le jour au travers des territoires du département à compter de la rentrée de l'automne prochain. Ça se fera forcément, ou ce sera au choix des chefs d'établissement? Je pense que ça va se faire forcément, c'est-à-dire qu'il y aura des règles minimum, mais on ne va pas ôter aux établissements toute capacité. D'ailleurs, aujourd'hui, on a des différences de tarifs qui sont assez grandes d'un établissement à l'autre. Donc, cette mesure, si on veut la généraliser entièrement, il faut qu'elle s'accompagne aussi d'une forme d'uniformisation du prix sur l'ensemble du département, ce qui n'est pas le cas, et qui prendra certainement, je l'imagine, des étapes, parce que on ne va pas bouleverser toute l'économie de ce service public important, qui est donc celui de la cantine au collège, simplement en passant d'une année à l'année suivante, mais on va avoir des éléments de transformation progressif pour que les montants soient progressivement pris en charge. Peut-être on va prendre en compte d'abord les familles véritablement les plus modestes, aux revenus extrêmement bas, de façon à les aider, ce qui dans beaucoup de cas n'était pas le cas aujourd'hui. Alors il y a d'autres dispositifs d'aide, en particulier il y a des systèmes de bourses qui peuvent être alloués aux familles pour les aider à payer la facture de cantine, mais qui ne sont pas toujours mobilisés entièrement. On a des établissements qui ne consomment pas la totalité de ces crédits, ce qui est bien dommage, et donc nous pensons qu'une modulation sur le prix facturé est un meilleur dispositif. Et en fait, c'est un système qui est déjà appliqué à l'école primaire par certaines communes. Oui, absolument. En particulier, non pas par toutes, mais en particulier beaucoup de villes aujourd'hui en Seine-et-Marne, appliquent ces systèmes de tarification en quotient. Donc beaucoup de familles connaissent déjà pour l'école primaire, mais quand on arrive au collège, il n'y a plus de tarification dégressive, donc on est facturé plein pot, et éventuellement il faut aller voir l'administration du collège en disant j'ai du mal à payer la facture, est-ce que je pourrais avoir une aide de bourse, pour m'aider à payer la facture? Mais c'est une démarche qui n'est pas très facile à entreprendre parce qu'elle vous met en situation d'être perçue comme une famille rencontrant des difficultés sociales, donc c'est pas toujours très facile pour les familles. Elles n'ont pas forcément les outils d'argumentation pour plaider leur situation. Une situation où la facture est réduite pour les familles en fonction du niveau de revenu nous paraît une solution meilleure. Et puis il y a des territoires, en particulier les territoires ruraux, où les enfants sont captifs de l'établissement le midi, parce qu'ils n'ont absolument pas le temps, avec les systèmes qui n'existent pas toujours de transport en commun, de rentrer chez eux sur la coupure méridienne pour consommer un repas et revenir à l'établissement pour les activités scolaires d'après-midi. Donc, dans beaucoup de territoires, la demi-pension, ça concerne pratiquement la totalité des enfants de l'établissement.